Est-ce que dire que Issa Chiroma Bakari a gagné peut être un acte de manifestation? Non. Est-ce que le fait de le dire peut être un acte d'hostilité à la patrie? Il ne me semble pas. Il y a une indécence à pouvoir accuser même simplement ces personnes d'hostilité à la patrie. Je vous assure qu'on est en pleine folie. Et il y a un adage qui dit « Dieu rend fou ce qu'il veut perdre ». À votre avis, Paul Biya a-t-il gagné cette élection sur le terrain, dans les cœurs du peuple? Depuis quand est-ce qu'une manifestation a pour conséquence automatique et mécanique le fait qu'on puisse tirer? Au cœur de la tourmente post-électorale qui secoue le Cameroun, une voix s'élève pour décrypter la crise. Celle de maître Claude Assira, avocat et acteur de la société civile. Son analyse, sans concession, dessine les contours d'un pays au bord du précipice, mais aussi les sentiers escarpés d'une possible réconciliation. On n'a pas un président de la République. Et les actes que nous voyons de ceux qui agissent pour lui ne sont pas souvent faits pour rassurer. Donc, par conséquent, on comprend que la durée au pouvoir n'est plus un avantage, mais constitue un gros inconvénient parce qu'elle ne donne pas à l'auteur l'énergie qu'il faut pour agir. Donc, à titre personnel, je dois vous dire que, quelle que soit la sympathie, quelle que soit la paresse dans laquelle mon univers a fini par s'intégrer, je souhaitais véritablement qu'il puisse y avoir une alternance. À votre avis, Paul Biya a-t-il gagné cette élection sur le terrain, dans les cœurs du peuple? Vous avez raison de dire que c'est le Conseil constitutionnel qui a proclamé le candidat Paul Biya élu. Des scènes évidentes, patentes, de tripatouillage des bulletins, qui étaient d'ailleurs souvent proclamés par les propres acteurs, et vous vous êtes rendu compte que ce jour-là, les électeurs voulaient tellement ce changement que vous avez assisté vous-même, j'en suis sûr, à un phénomène auquel on n'a jamais assisté au Cameroun, où les électeurs ont décidé de suivre les opérations de comptage des votes au sortir des bureaux de vote jusqu'à la fin. Et ont parfois, pour certains, poussé le zèle jusqu'à aller au-delà, c'est-à-dire au moment de la transmission au niveau communal. Au niveau communal. Bien. Et ont donc, dans ce parcours-là, dans ce parcours de vigilance, constaté un certain nombre de phénomènes qu'ils ont souvent filmés et envoyés. Monsieur Kamgar, je sais que ce que vous allez me dire, et que beaucoup de personnes, ils vont me dire, personne ne prévoit la juridiction qui doivent contrôler cela, il faut juste attendre le décompte final. Mais là, j'ai encore envie de vous dire, lorsque vous savez qu'une élection est contestée, elle est chahutée comme celle-là, si vous êtes un acteur, qu'est-ce qui vous interdit d'apporter la transparence? Est-ce qu'à ce moment-là, comment on apporte cette transparence? En responsabilité, il n'eût pas été alors nécessaire de faire venir les différents acteurs qui sont mis en cause pour que la confrontation des thèses puisse permettre d'avoir une réponse qui soit une réponse claire, définitive, actée au grand public, et que cela se fasse au grand jour. Je vous signale en passant que ce qu'on a choisi de faire, c'était de renvoyer tout le monde au décompte final qui serait fait ici par la Commission nationale de recensement des votes. Or, tout le parcours auparavant est jonché de tellement d'obscurité que tout peut s'y être passé sans que le grand public ne puisse savoir quoi que ce soit. Et il y a à côté de ça un certain nombre d'autres anomalies, comme par exemple le fait que vous voyez les régions du nord ou du sud-ouest, qui sont des régions, on peut deviner encore, il y en a beaucoup, les 8 autres, où on peut contester, se demander, bon, mais ces deux régions-là, on connaît parfaitement leur aversion au pouvoir politique actuel, ou même les fils de ces deux régions qui ont pris langue avec le pouvoir ne sont pas autorisés à voter. Vous vous rappelez que le jour du scrutin, un député de l'Assemblée nationale, paix à son âme, je condamne, je profite de l'occasion pour dire ma réprobation et ma vive condamnation de cet acte. Je ne le dis pas pour pouvoir, je ne rappelle pas ce fait
pour pouvoir le mettre à l'honneur au contraire, c'est abject. On ne peut pas régler des problèmes politiques de la sorte. Mais j'en profite quand même pour vous dire que il est au moins un des éléments révélateurs de la perception qu'on peut avoir du pouvoir dans ces régions. Est-ce que vous pensez vraiment que si le président de la République a envie de prouver, sans que cela ne puisse être contesté dans les esprits ou dans la réalité, qu'il a vraiment gagné dans ces régions-là, le mieux n'eût pas été que tout le parcours puisse être transparent, qu'on puisse voir qui a voté et qu'à la fin, comme l'a fait à un moment donné son adversaire principal Chiroma, qu'on puisse voir effectivement les bulletins sur lesquels les gens ont signé en ayant apposé leurs empreintes digitales avec le décompte qui sera transmis finalement au bureau communal puis au bureau départemental avant que cela n'atterrisse au bureau. Je rappelle. Depuis quand est-ce qu'une manifestation a pour conséquence automatique et mécanique le fait qu'on puisse tirer? Et il n'y a que celui qui a peur de la vérité qui refuse d'aller vers la vérité. Bien, un ministre français disait que quand c'est flou, c'est qu'il y a loup. Donc on peut penser que le flou a été délibérément entretenu parce qu'on savait qu'il y avait un loup quelque part. On peut leur donner raison aujourd'hui. Il y a manifestation, des morts, des casses, des pillages qui s'ensuivent. Était-on obligé de tirer sur des gens qui manifestent? Vous avez vu le déploiement auquel nous pouvons assister. Vous avez des chars. Vous avez vu quelqu'un qui était tellement menaçant qu'il fallait à tout prix que les chars, que les blindés, les véhicules lourds que je vois circuler à Douala et à Yaoundé, qu'ils puissent être mis sur... j'ai du mal à comprendre ce déploiement. Il y a à tout le moins une disproportion grave. Parce qu'on n'est pas obligé de tirer. Dans tous les pays dont je vous parle, regardez par exemple la France, qui est un pays dans lequel vous avez chaque jour des manifestants, les gilets qui n'étaient pas les moins violents, les moins brutaux. À aucun moment, vous n'avez entendu dire que vous aviez des militaires qui étaient venus avec des fusils qui étaient chargés à armes réelles. Quand il y a eu des accidents, ça a été des accidents corporels, mais qui avaient juste dépassé l'intention de départ parce qu'en ayant tiré d'une certaine distance sur quelqu'un, vous l'aviez éborgné. Voilà, ça a été ça les circonstances graves. Ici, les gens ont été préparés préventivement, par avance. Aucune légitime défense, ni pour défendre les hommes, parce que les hommes n'avaient jamais été menacés. C'est longtemps à l'avance déjà que des personnes étaient prêtes à tirer, qui est une décision qui a été assumée par les états-majors, sur la demande, je pense, de donneurs d'ordre, qui, à mon avis, devraient être identifiables. Et même si il y avait eu des manifestations de violence, la riposte qui a été donnée à ces manifestations dépasse largement les moyens que les assaillants pouvaient avoir. Et il y a eu des leaders. En matière de légitime défense, l'élément de la proportionnalité, quand il vient à faire défaut, n'est plus un élément justificatif de la légitime défense. Il y a eu des interpellations des leaders de Kamchameni. On leur attribue jusqu'ici de détenir des armes lourdes de nature à créer des soulèvements, des actes terroristes. Vous les avez vus, les armes lourdes? D'où on leur attribue. Voilà, on leur attribue cela. Il y a eu une communication ces dernières heures où il leur est reproché d'hostilité contre la patrie, terrorisme et bien d'autres encore. Est-ce qu'à ce niveau, sous réserve de la sincérité de ce qui leur est reproché, on ne peut pas se dire la légitime défense revient à l'État? Vous êtes d'accord avec moi que s'il y avait eu des armes, il se serait empressé de les montrer. Restons dans leur logique. Ils invoquent la défense légitime ou des biens, c'est-à-dire du patrimoine de l'État ou des personnes. Si ces armes-là avaient existé, vous êtes d'accord avec moi que le plus simple, le plus naturel, ça aurait été de les exposer à la face du monde entier, puisque c'est le monde entier qui aujourd'hui s'émeut de la situation, c'est-à-dire de la violence excessive, la disproportion entre le risque éventuel. Je vous signale juste en passant, M. Kamba, que
la manifestation est partie des droits constitutionnels qui ont été acceptés par le législateur camerounais. Donc, il n'y a pas là-dedans ni quelque chose d'extraordinaire, ni une atteinte à l'hostilité. On peut tout au plus se demander si cette manifestation avait été autorisée ou pas. Mais le seul fait de la manifestation n'habilite personne à utiliser des armes pour pouvoir riposter, parce que la manifestation fait partie des éléments de langage, de l'expression qui ont été acceptés comme tels par le peuple camerounais par le biais de ses législateurs. Quand vous n'êtes pas d'accord, la manifestation est l'expression d'un désaccord. Maintenant, si la loi a autorisé, a interdit la manifestation, alors à ce moment-là, on rentre dans la question de savoir est-ce qu'elle devait ou pas l'interdire. Mais le fait de manifester, entendons-nous là-dessus déjà, fait partie de l'arsenal qui a été mis à la disposition du peuple pour pouvoir s'exprimer. Donc ça ne peut pas être un élément d'hostilité. À votre Donc, avis, ce que nous voyons là, là, les casses, les commerces, les gros investissements mis à feu, cela relève-t-il toujours de la liberté d'expression, Maître Claude Assira? Les personnes qui sont interpellées ont été interpellées sur la voie publique? Non. Est-ce Et que allons-y. dire que Issa Chiroma Bakari a gagné peut être un acte de manifestation? Non. Est-ce que le fait de le dire peut être un acte d'hostilité à la patrie? Il ne me semble pas. La seule réponse qu'on donne à un propos qui est un propos léger selon eux, c'est les réponses argumentées et articulées pour mettre à nu leur déclaration. Venons Est-ce à qu'à vos une casses. affirmation, on répond par une arrestation et à une hostilité, alors même que nous sommes, on nous dit, en pays de démocratie et en pays de liberté, le président de la République n'a pas arrêté de nous faire comprendre que, même si ce n'est pas en sortant du domaine de la loi, que le Cameroun ne sera pas le pays où on sera obligé de prendre le maquis pour aller exprimer sa position. Sa position. Et il indique lui-même qu'il a envie d'être celui qui aura donné la démocratie. Il veut que dans son patrimoine, dans l'héritage qu'il va laisser au Cameroun, que l'on puisse retenir que c'est lui qui aura donné. La meilleure manifestation, c'est que quand une personne a dit, à tort même, concédons le leur, que vous dites à tort que Issa Chiroma a gagné, la conséquence c'est que vous allez arrêter les gens pour les mettre en prison et que derrière vous fabriquiez une procédure d'hostilité à la patrie. Parlons donc d'hostilité à la patrie. Vous pensez vraiment que vous-même, des gens comme les responsables du Manidem et autres, vous pensez vraiment que leur passé, leur histoire, les combats qu'ils ont menés depuis 1990 peuvent vraiment habiliter ces gens qui vivent dans les salons feutrés et qui vivent grassement les bienfaits de la République? Vous allez mettre contre des gens comme eux. Il y a une indécence à pouvoir accuser même simplement ces personnes d'hostilité à la patrie. Maintenant, les actes même qu'ils sont mis à leur passif ne révèlent même pas. Et je peux vous dire que chaque fois qu'on a accusé ces personnes, après 2018, ça a été toujours la même kyrielle, les mêmes actes, les mêmes infractions, les mêmes qualifications, juste pour permettre de les embrigader pendant quelque temps, de leur nuire, de les priver de liberté. On va les transférer devant le tribunal militaire, ils vont être ou jugés ou pas jugés, puis va intervenir une décision du président de la République dans sa grande magnanimité pour remettre tout le monde dehors. Tout ça, c'est une immense farce. Et ça finit par être décevant parce Vous que... semblez maîtriser le scénario. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis avocat au barreau du Cameroun. Tous les appels que moi j'ai entendus de Issa Chiroma ou éventuellement de quelques membres du clergé ont toujours été manifestés, mais que ce soit des manifestations pacifiques. Voilà. Donc, ce qui veut dire que s'il y a des gens qui ont cassé au nom de cet appel-là, elles n'ont pas respecté le mot d'ordre qui leur avait été donné. Et donc, par conséquent, je pense que ceux qui ont outrepassé la loi, qui ont brûlé, qui ont cassé, à mon avis, doivent évidemment être interpellés, arrêtés, mais avec les moyens proportionnels. Je voulais d'ailleurs, de mon point de vue, leur indiquer que j'ai du mal à comprendre la démarche. Comment peut-on imaginer que on puisse régler le problème de Paul Biya en allant brûler et en allant casser les étals, parfois rudimentaires, de gens qui, eux,
ont pris leur temps, qui sont les victimes elles-mêmes de ce même système qu'elles combattent. Comment peut-on imaginer que ces victimes puissent être sanctionnées 2 fois? Une première fois par un pouvoir qui ne leur donne pas les moyens pour vivre décemment, et une deuxième fois par des gens qui disent combattre ce pouvoir. J'ai du mal à comprendre la logique qu'il y a dedans. Donc pour moi, que ce soit au plan politique ou que ce soit au plan juridique et légal, les manifestations qui conduisent à brûler et à casser, et je le dis encore même à mes confrères, dans tous les réseaux sociaux où nous discutons, il faut arrêter. Le ministre de l'administration territoriale qui a clairement dit lors d'une conférence de presse il y a quelques heures que Issa Chiroma Bakary sera interpellé et répondra de tous ces actes de casse. Votre avis? D'abord, je suis désolé, mais ce ministre, malheureusement, je n'ai pas envie de m'étendre énormément sur lui, parce que je ne veux pas me donner à moi-même l'impression d'en faire une affaire personnelle. C'est le ministre de l'administration territoriale? Oui, tout à fait. Mais fait tout ministre qu'il soit, il a des faiblesses profondes que nous avons la possibilité d'observer au quotidien et que nous avons aussi le devoir citoyen de condamner. Il est le ministre de l'administration territoriale et moi aussi je suis également citoyen camerounais. Il est ministre parce que nous avons voulu qu'il soit ministre. Il est ministre pour nous. Voilà. Donc, être ministre de l'administration territoriale ne vous donne pas une science ou une préscience ou une préséance particulière. Vous êtes un ministre au service de la République. Et nous avons le devoir d'examiner l'action du ministre et les propos du ministre. Bien. Et c'est dans ce pouvoir-là que j'observe des dérives continuelles, permanentes de ce ministre dans l'exercice de son ministère. Les propos qu'il tient ne me semblent pas être des propos qui soient des propos qui permettent la pacification et la concorde. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, par les temps qui courent. Et lorsque nous nous retrouvons dans un moment aussi tourmenté, j'ai comme dans l'idée que avoir un discours plus calme, fait profil bas, ne me semble pas être une action irresponsable d'un ministre dont c'est précisément la mission, rechercher la paix. Le fait chaque fois de chercher à mettre les uns contre les autres, moi je vous assure que je m'interroge à quelle époque on est encore aujourd'hui. Où avez-vous vu diriger les gens uniquement par des coups de menton et à essayer de dire qu'il va se passer cela, sans avoir d'ailleurs au demeurant les moyens de la République. Parce que si on vous dit que sur l'ensemble de vos panels, vous ne devez pas recevoir des gens qui vont avoir un mot, un commentaire sur la santé du président de la République. Quelle est l'autorité du ministre de l'administration territoriale à fermer les bouches ou à contrôler l'ensemble? Bien. Et si les gens vont à l'encontre, violent cette prescription, quelle va être la conséquence? Donc vous voyez qu'il y a parfois des propos qui, trop bavards, peuvent réduire la puissance de l'État. Et malheureusement, on les a souvent observés. Et là, en l'occurrence, il est non seulement trop bavard, mais il me semble imprudent et inélégant. D'abord, premièrement, je voulais juste vous signaler en passant qu'il y a 3 ou 4 mois de cela, ils étaient collègues dans le même gouvernement. Et si vous avez supporté un collègue qui est avec vous depuis plus de 20 ans, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est fréquentable. Et que la dignité minimale exige que vous respectiez celui qui a été votre collègue, votre alter ego, pendant si longtemps, qui est d'ailleurs, soit dit en passant, qui a sur lui quelque chose de supplémentaire, qu'il est un responsable politique. Les partis politiques concourent. Il est désormais adversaire à l'administration, au régime en place. Un adversaire n'est pas un ennemi, pour commencer. Et un adversaire, il n'est pas un adversaire qui vient du Tchad ou du Niger. Un adversaire reste un Camerounais et qui a droit aux égards qu'on doit aux citoyens camerounais. Et Issa Chiroma Bakary n'a pas démontré à ce jour en quoi il pouvait être quelqu'un qu'on doit combattre avec le discours que je vois et avec les moyens que je vois. J'en suis encore au fait qu'ils ont été simplement collègues, déjà au départ, ce qui exige quand même un minimum
de correction et de courtoisie, je ne veux pas parler de respect. Bien, pour quelqu'un qui, par ailleurs, dans ses excès langagiers, a démontré ne pas beaucoup en avoir. Donc, à votre avis, Atangandi n'arrange pas du tout les choses? Il en fait trop et il met de l'huile sur le feu. Bien. Je vous assure qu'on est en pleine folie. Et il y a un adage qui dit « Dieu rend fou ce qu'il veut perdre ». Moi, la seule chose que je regrette, c'est que par l'action irresponsable de certains, qu'on se retrouve à mettre le feu aux poudres et dans l'ensemble du territoire camerounais, et que par la suite, nous soyons, nous, les seuls à devoir payer les pots cassés parce que eux, ils vont trouver le moyen d'aller se réfugier ailleurs. Et je crois qu'ils ont déjà pris les dispositions à cet effet. Je trouve que c'est tout simplement démentiel d'aller faire ce qu'ils ont envie de faire. De mener leur projet, d'aller arrêter Issa Chilombo Bakary, de le mener à son terme. À votre avis, ça ne réglera pas la situation puisqu'on n'aura plus d'appel à manifester? Non seulement ça ne réglera pas, mais en plus, vous savez, pardonnez-moi, moi j'ai été, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la crise électorale, lorsqu'on décide d'arrêter les Fontaine et Congo Agbor, dans le cadre de la crise anglophone, oui, qui ont été les tout premiers à être interpellés, la première conséquence que cela a eu sur le terrain, c'est qu'ils ont perdu le relais de personnes qui avaient la possibilité précisément de dire stop, on doit faire les choses autrement. Voilà. Je vous dis, moi, mon pays, je n'arrive pas à comprendre comment des personnes qui sont pourtant réputées comme étant, parce que le Camerounais est une pépite, dès lors que vous le mettez dans un contexte sain. Dans tous les pays, dans l'ensemble du pays, là où vous avez des Camerounais qui ont été placés, et vous savez que en dehors du Cameroun, on ne vous donne jamais rien. Vous êtes suffisamment bien placé pour le savoir. On ne vous donne rien. Vous y êtes parce que vous avez apporté la preuve de votre valeur. Et vous allez y retrouver des Camerounais qui non seulement ont réussi à entrer dans les milieux les plus sélects, mais ont réussi à s'y maintenir à la force du poignet. Ils y sont. Mais que ces mêmes Camerounais puissent avoir des actions comme celles que je vois ici, par l'intermédiaire de leurs représentants, je vous assure que je suis désespéré. Et l'ennui, pour moi, c'est l'impuissance, d'être obligé d'être un simple spectateur de ce que d'autres vont faire et vont faire à mal, en sachant que les conséquences de ce qu'ils vont faire vont nous retomber dessus. Je vous assure que je suis triste. Pour l'avocat, le verdict des urnes, tel que proclamé par le Conseil constitutionnel, n'est que l'épilogue d'une histoire écrite bien avant. Il décrit d'abord la ferveur populaire, cet élan des Camerounais vers les bureaux de vote, mus par une aspiration profonde au changement. Un désir né, selon lui, d'un sentiment d'abandon, celui d'un peuple géré par l'absence. L'absence d'un président qui ne s'adresse plus à sa nation, qui ne la rassure plus dans les moments d'angoisse. Une gouvernance par procuration, sans responsabilité directe, que les citoyens ont voulu sanctionner. Puis vient le temps de l'élection et de ses zones d'ombre. Maître Assira pointe du doigt un faisceau d'indices qui ont nourri la suspicion. Le délai jugé excessivement long de 15 jours pour proclamer des résultats, à une époque où la technologie permet une quasi-instantanéité, a créé un hiatus, un vide propice à tous les doutes. Il évoque les cabinets noirs et les scènes de tripatouillage de bulletins filmés et diffusés qui ont achevé de saper la confiance. La transparence, dit-il, n'a pas été au rendez-vous. L'analyse se fait ensuite plus juridique. Maître Assira questionne sévèrement le rôle des institutions. La Commission nationale de recensement des votes, en refusant de confronter les procès-verbaux des différents partis, a manqué, selon lui, une mission historique. Quant au Conseil constitutionnel, il en critique la posture passive. L'avocat estime que l'organe suprême aurait dû user de sa compétence, c'est-à-dire se saisir d'office de la question de la vérification des votes pour apporter la lumière. En ne le faisant pas, le Conseil n'a pas seulement appliqué la loi de manière frileuse, il a entretenu le flou, laissant planer un doute indélébile sur la légitimité du résultat. Comme le dit un adage, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Face au chaos qui s'en est suivi, les casses, les pillages et surtout les morts, Maître Assira est catégorique. Le prix est toujours payé par le peuple. S'il condamne fermement les actes de vandalisme qu'il juge absurdes et contre-productifs,
Il dénonce avec la même force la riposte disproportionnée des forces de l'ordre. Manifester est un droit, rappelle-t-il, et cela ne saurait justifier l'usage de balles réelles. Il fustige particulièrement les propos du ministre de l'administration territoriale qu'il accuse de jeter de l'huile sur le feu en menaçant d'arrêter le principal challenger. Un manque d'élégance républicaine et une folie politique qui risque de radicaliser les positions et de mener le pays vers une fracture irréparable à l'image de la crise qui meurtrit déjà les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, quelle issue? Face à l'impasse, Maître Assira prône un réalisme courageux. Faire contre mauvaise fortune, bon cœur, dit-il, car la survie du pays est plus importante qu'un mandat. Sa proposition est double. D'une part, que l'opposition appelle solennellement au calme et à la fin des violences. D'autre part, et c'est le point crucial, que le pouvoir en place prenne acte de la réalité politique et de la nécessité d'apaisement en formant un gouvernement de large ouverture nationale, un gouvernement consensuel qui inclurait les forces de l'opposition, y compris son principal adversaire, une trahison salutaire, selon ses propres mots, où les égaux s'effacent devant l'intérêt supérieur de la nation. L'ultime appel de Maître Assira est donc un plaidoyer pour la raison, une invitation à dépasser les rancœurs et les instincts pour désamorcer les germes de la guerre. Car, conclut-il, on ne bâtit pas un pays dans la division et la destruction. Le seul combat qui vaille est celui de la survie et de la reconstruction du Cameroun. Musique sobre qui remonte et conclut.